Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de recevoir un nouvel intervenant sur la chaîne pour continuer d'explorer les différentes méthodes culturales qu'on peut appliquer dans son potager. Alors après Denis Pépin, après Charles Dauding, on va aujourd'hui recevoir un grand acteur d'une méthode culturale sans travail du sol, sans intrants chimiques. C'est François Mullet qui développe depuis plus de 10 ans maintenant ce qu'on appelle le maraîchage sol vivant. J'ai vécu tout ça moi sur ces 10 dernières années, d'abord une ferme, puis 2, puis 5, puis 10, puis 20. Aujourd'hui, c'est tout un réseau de maraîchers qui s'installent selon ces principes de culture. Donc je vous propose de voir ensemble plusieurs extraits que j'ai classés par thématique. Et on va commencer donc avec le premier extrait qui va reprendre les fondements du maraîchage sol vivant et notamment l'axe prioritaire donné au vers de terre. Bonjour François. Bonjour Olivier. Enchanté, merci beaucoup d'accepter cette invitation. Je sais que ton temps est très précieux. Je t'invite parce que tout le monde me parle de toi, je crois, notamment sur YouTube. Tu as une influence énorme et puis hors YouTube, tu développes ce qu'on appelle le réseau maraîchage sol vivant. Tu as une approche de l'agriculture à fond par le sol, par le carbone, tu nous en parleras. Je te laisse rapidement la parole en te posant une première question en même temps. Si tu peux, pour moi, pour nous tous, nous définir ce que c'est que ce maraîchage sol vivant que tu développes depuis maintenant plus de 10 ans. Moi, mon approche, c'était de faire de l'écologie scientifique. Tu vois, c'est une science dure, l'écologie, on l'étudie et on met en place. Donc, la première étape, ça a été de comprendre que la stabilité structurale des sols était très liée à l'humus. Et donc, on a appris à reconstruire des sols en faisant ce qu'on appelle aujourd'hui les intrants massifs. Et on a appris à déterminer, suivant le type de sol, quelle quantité de telle ou telle matière il fallait mettre pour restructurer biologiquement les sols, quoi. Et leur donner une certaine résilience face à l'eau et à la gravité et au temps. Ça, c'était la première étape. Sauf qu'on se rendait compte que c'est pas parce qu'on avait remis le taux de matière organique que forcément ça fonctionnait super bien, quoi. Et donc la deuxième étape, ça a été la découverte des travaux de Marcel Boucher, donc sur les vers de terre. Et il nous dit, c'est simple, les vers de terre, c'est 80% de la biomasse animale terrestre et ça nourrit, c'est le métabolisme des vers de terre qui nourrit à 70-80% les plantes. Mesuré dans la nature, prairie, forêt, quoi. Bon. Et donc, on mène tout de suite des expérimentations pour vérifier que cette hypothèse, elle est bonne. Si j'ai des vers de terre qui sont bien nourris, ça pousse. Voilà. Je mets la bonne population de vers de terre qu'il faut, je mets la bonne nourriture qu'il faut, et à la fin, ça pousse autant que tu veux. C'est vraiment la clé qu'il faut bien comprendre. On était sur une approche, on va arrêter le travail du sol, quoi. Oui. Okay. Pourquoi? Parce qu'aussi, Marcel nous disait, un coup de charrue, c'est moins 80% de vers de terre. Du coup, tu as vraiment une approche en fait qui est extrêmement liée aux macro-organismes vers de terre, quoi. C'est vraiment ta chaîne YouTube d'ailleurs que tu dis qui s'appelle Vers de terre Production, c'est pas pour rien en fait. C'est mon approche, c'est l'approche, c'est comme ça que ça fonctionne dans la nature. Le problème, c'est que tu lis les publications de Marcel Boucher, il te dit le ver de terre, c'est 70-80% de la biomasse animale terrestre, c'est 70-80% de la nutrition des plantes. Alors là, pour l'instant, on est en quantitatif, on n'est même pas encore arrivé dans le qualitatif, c'est comment le ver de terre nourrit la plante. Et jusqu'avant 2019, personne ne le savait, parce que personne n'avait lu les publications de Marcel Boucher. Okay, donc quand tu as compris ça, tu peux facilement resituer, si tu veux, une publication scientifique ou une approche agronomique en fonction de ce critère. Une population idéale de vers de terre, du coup, pour une approche MSV, tu prends une pelletée de 20 cm sur 20, c'est quoi? C'est 1, 2, 10, 20, 50? En conditions relativement humides dans un sol normalement pourvu en vers de terre, enfin correctement pourvu en vers de terre, si tu mets un coup de bêche, tu prends une fourche bêche, tu mets un coup de bêche, tu dois trouver une dizaine de vers de terre dans ta fourche bêche. En plein été, évidemment, tu n'en trouves pas, mais en sortie d'hiver, à l'automne, quand les sols sont bien humides, s'il y a à manger, tu trouves une dizaine de vers de terre. Si tu en trouves que 1, 2, 0, 1, 2, ça veut dire que ta population de vers de terre, elle n'est pas à 1 tonne 2, elle est plutôt à 100 kg. Et s'il faut que tu mettes 10 coups de bêche pour trouver un ver de terre famélique, ça veut dire que ta population de vers de terre, elle est plutôt à 10 kg. Ok. Donc, tu n'as pas besoin de faire des comptages extrêmement compliqués. Tu prends une bêche, tu mets une dizaine de coups de bêche, et ce qui t'intéresse, c'est de savoir si tu en as 10 kg, 100 kg ou 2-3 tonnes. Tu vois. En gros, ce que nous explique Marcel, c'est que la population moyenne en France, c'est 1,2 tonnes de vers de terre à l'hectare. Les écosystèmes, en moyenne, produisent à peu près une trentaine de tonnes de matière sèche par hectare et par an. Et tu as 1,2 tonnes de vers de terre à l'hectare, dont le boulot consiste à faire quoi? À manger toute la production de biomasse.
accompagnés des cortèges microbiens, évidemment, ils ne sont pas tout seuls. Mais quelque part, les cortèges microbiens, qui sont très souvent mis en avant dans l'agronomie classique, en vérité, ce sont des systèmes digestifs externes pour le ver de terre. Si tu veux, ça prédigère les matières organiques, ça va là où lui, il ne peut pas aller. Mais c'est quand même le ver de terre qui pilote la matière organique parce que lui, il a fait bouger dans le sol. Alors que les micro-organismes ne peuvent pas enfoncer un brin de paille dans le sol. Et ça amène une énorme nuance parce que le ver de terre, lui, il a cette capacité à faire migrer le carbone fortement dans le sol. Alors les racines le font aussi, évidemment, parce qu'elles-mêmes, elles injectent du carbone dans le sol. Mais le ver de terre, en tout cas en ce qui concerne les matières organiques mortes, est très important pour ça. Donc, j'essaie de répondre plus précisément à ta question, mais 1,2 tonnes de ver de terre, pour le nourrir, il faut 30 tonnes de matière sèche par hectare et par an. OK ? Et qu'est-ce qu'il fait ce ver de terre? Il mange cette matière organique. Et ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, il sécrète des mucus, ça c'est Marcel qui l'a compris, et les plantes se nourrissent de ces mucus. Cette population de vers de terre de 1,2 tonnes à l'hectare sécrète dans son mucus et dans ses déjections, mais principalement dans son mucus, un total de 600 kg d'azote pur par hectare et par an. Ok, 600 unités. 600. Ouais. Tu vois, un blé, c'est max 200 unités d'azote, grand max. Là, tu commences à faire le cochon à 200 unités. Tu vois. Et là, on est à 600. Si tu regardes les recommandations de fertilité pour les tomates, eh ben, en fait, la recommandation de fertilité sur la tomate, elle est toujours proportionnée au rendement, en fait. Assez fortement, c'est très bien proportionné. Donc, moi, pour construire les systèmes, j'ai fait un truc simple. J'ai dit, si une tonne de ver de terre fait 600 unités d'azote, je suis sur une tomate industrielle qui a besoin de 2000 unités d'azote. 2000 divisé par 6, ça te donne le nombre de fois 1,2 tonnes de ver de terre que tu as besoin d'avoir dans ton système. Donc, grosso modo, si tu veux faire 700 tonnes de tomates hectares, il te faut 4 tonnes de ver de terre. Une tonne de ver de terre mange 30 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Tu lui files 120 tonnes de branches broyées à bouffer à l'hectare. Et vous, la machine, elle se met en route, puis t'as les tomates qui décollent, quoi. Donc 10, 12, 15 kilos de matière organique sèche au mètre carré, quoi. Parce que nous, jardiniers, on raisonne au mètre carré, tu vois. Oui, c'est ça. Mais 10, 12, attention, on a des lianes qui font 17 mètres de long à la fin de l'année. Si donc tu envoies ta bêche dans le sol et que tu n'as pas cette présence de ver de terre, comment tu peux essayer de développer malgré tout une approche MSV? Est-ce qu'il y a une réelle raison pour qu'il ne soit pas là? En fait, il te faut un reliquat de population, si tu veux. Quand tu reprends un terrain, même s'il a été dégradé, moi, dans quasi tous les sols agricoles de France, j'ai trouvé des reliquats de population, mais des fois, tu vois, à 5 kilos à l'hectare. Et en 2 ans, on redéveloppe la population. C'est 2 ans max, on y arrive, quoi, tu vois. Moi, les seuls endroits où j'ai trouvé des sols sans ver de terre, c'est des sols avec des nappes d'eau, ou dans des serres hors sol, où voilà, les sols n'avaient pas vu une racine depuis 30 ans. Quoi. Ok. Voilà, c'est les seuls contextes. Et après, effectivement, tu peux avoir des contextes sans population d'anéciques, mais les autres populations devraient faire le boulot. Mais tu as un problème, c'est que ces populations sont moins résilientes à l'eau, à la sécheresse, je veux dire. Et donc, tu dois être beaucoup plus vigilant sur l'eau. Si tu n'as pas d'anéciques, tu dois avoir un lien, possiblement, tu as un lien avec l'eau, c'est que si tu as un volume de ton sol, si tu as un trop gros volume de ton sol qui sèche l'été, ce qu'il faut imaginer aussi, c'est que si tes paillages ils sèchent en surface, ils sont plus nutritifs pour le ver de terre. Parce que le ver de terre, lui, il mange une matière organique en décomposition humide. À partir du moment où ton paillage il sèche et que les premiers centimètres, on va dire, de minéral de ton sol sont secs, ah bah là, il y a quand même beaucoup moins à manger, quoi. Ouais. Alors justement, c'est la question que j'ai envie de te poser, cette notion de matière organique qui est essentielle dans ton approche. Donc il y a, premier point essentiel, le ver de terre, je l'ai bien compris, avec la population maximale qu'on peut espérer, quoi, pour que ça marche à tout va, que ça aère, que ça chie des minéraux essentiels, presque, comme dirait Conrad. Mais alors, après... principalement, je te reprends vite fait, hein, mais principalement, aujourd'hui, sur le plan qualitatif, je considère que le modèle qui dit que les plantes absorbent des minéraux, ce n'est pas le modèle de la nature. Oui. C'est une énorme nuance, si tu veux. Oui. C'est une énorme nuance. Ce que sécrète le ver de terre, c'est des mucoprotéines, c'est des mucus, c'est comme de la bave d'escargot ou de la bave dans ta bouche. Hein. Et c'est très riche en azote. Et ça, malgré tout, ça change beaucoup de choses parce que à partir du moment où on a des nutritions de plantes basées sur le ver de terre,
dans la composition et la qualité des matières organiques produites, on voit beaucoup de choses, quoi. Des taux de vitamines qui montent en flèche, des taux de matière sèche qui montent en flèche, une santé de la plante qui est quand même pas la même. Et ça a quand même toute son importance. S'il y a parmi nos auditeurs des gens que ça intéresse, il faut comprendre que le modèle qui affirme que les plantes se nourrissent avec des minéraux, c'est des modèles, c'est le modèle de Sack principalement, c'est des modèles qui ont été faits en laboratoire en hydroponie. C'est-à-dire qu'on a pris de l'eau, on a mis des minéraux dedans, on a mis la plante dedans, puis on a dit la plante se nourrit avec des minéraux. Mais ce n'est pas des expériences qui ont été faites avec des sols. Ouais. Okay. D'accord. Donc ça fonctionne. Tu mets des minéraux, ça fonctionne. Les plantes poussent. Alors, on fait du 700 tonnes hectares, ça marche. Ok. Mais on y arrive aussi avec du mucus de vers de terre, et ça a plein d'avantages aussi. Okay. Les travaux de Marcel Boucher nous amènent des éléments vraiment fondateurs sur une nouvelle vision de comment se nourrissent les plantes, quoi, tu vois. Ouais, donc on va dire il chie plus que du NPK, quoi. Voilà, okay. C'est du mucus, tu vois, paradoxalement, c'est ni du pipi ni réellement du caca, c'est vraiment le mucus qui est particulièrement important. Donc pour revenir à cet apport organique, hein, je t'avoue que on entend tout et son contraire. N'allez surtout pas envoyer du trop sec, du trop dur, du trop ligneux. N'allez pas jouer le sol de forêt. Faites gaffe, le légume, il lui faut quand même, on va pas dire du NPK, mais il lui faut bouffer rapidement, beaucoup, sur 3-4 mois, grand maximum, tu vois. Là-dessus, est-ce que tu as une barrière? Est-ce que tu as des limites à tes apports organiques? Ou est-ce que tu dis, vous prenez tout ce qu'il y a sur l'environnement, vous envoyez Pour répondre à cette question, j'ai été chercher 1 mètre cube de sur, 1 mètre cube d'aiguilles de résineux, 1 mètre cube de palette, 1 mètre cube de trucs, machin. Et j'ai pris tout type de matière organique, de la paille, du truc, du machin. Et sur une prairie chez moi à la ferme au jardin des Pelletiers, et j'ai fait 5 mètres carrés de chaque matière organique. Bon, j'ai posé ça dans l'herbe et je suis revenu 1 an après. Bon, 1 an après, les vers de terre avaient tout bouffé, point, quoi, tu vois. Ouais, toujours sous cette condition d'avoir cette populace-là dans le sol qui. Et tu intègres. La seule limite, c'est que si tu as une grosse granulométrie sur ta matière organique, ça met plus de temps à se dégrader. Tu vois, entre un bout de chêne ou de la sueur de chêne, la sueur de chêne est mangée beaucoup plus vite. Évidemment, entre une paille longue et du granulé de paille broyé, ça n'a rien à voir. Bon, la cinématique, la dynamique de minéralisation est beaucoup plus rapide si tu as une faible granulométrie. Plus le sol est déjà vivant avec des vers de terre, plus ça se mange vite. Et dans tous les cas, c'est mieux, quoi, tu vois. Après, permets-moi d'insister sur cette question, mais tu as quand même une préco d'apport. Si on a le choix, par exemple, entre du foin, de la paille, de la tonte, du BRF, du broyat, Ma préco, c'est t'as une forêt de Douglas, vas-y, va chercher du Douglas, et puis basta, quoi, tu vois. Ok. Pas la tête. Donc, sous condition, tu disais, voilà, d'avoir quand même cette matière humide pour qu'elle soit digérée, accessible par les vers de terre, quoi. Une transposition très intéressante. Comment on conserve les aliments? Conserver les aliments, c'est arrêter l'activité biologique pour les empêcher de se dégrader. Et au sec. Ouais. Donc, tous les paramètres qui sont utilisés en agro-industrie pour arrêter la dégradation des matières, c'est la même chose pour le sol, parce que c'est l'activité biologique. Donc, tous les flux gazeux, tous les flux de nutrition, l'eau, etc., tous ces paramètres qui sont des flux de basse entropie essentiels à la survie d'un être vivant, à partir du moment où ils sont coupés, l'activité biologique s'arrête. Okay. Si tu considères que le sol, il est vivant, il est saprophyte, il n'a pas besoin d'un ensoleillement direct, il ne fait pas de photosynthèse, d'accord, il mange de la matière organique morte, et lui, c'est juste un animal, et comme toi, si tu arrêtes de respirer, ça se passe mal très vite, si tu arrêtes de boire, ça se passe mal, un peu moins vite, mais ça se passe mal. Et si tu arrêtes de manger, ça met un peu plus de temps parce que tu as un peu de réserve, le sol a un peu de réserve, mais au bout d'un moment, ça se passe mal. C'est la même chose. J'ai reçu Denis Pépin qui me disait, tu me diras ce que tu en penses, mais que sur certains cas pratiques, il constatait même presque du blocage de sol tellement le carbone s'accumulait de trop, en fait. Avec des cas où voilà, sur 2, 3, 4, 5 ans, c'est pas encore digéré. Si tu en rapportes constamment, ça fait un peu comme une indigestion. Alors, tout ce qui est lignine et tanin, les tanins, c'est des matières organiques très, très compliquées, et les lignines aussi, avec des motifs chimiques très complexes, dont le but, justement, est de ne pas être nutritif pour la biologie, parce que comme c'est pas des motifs chimiques répétitifs, les micro-organismes ont du mal à manger ça, quoi. Ouais. D'accord. Une bactérie, elle a son petit enzyme pour découper des sucres et manger des sucres. Et là, tu lui donnes une structure chimique complètement tarabiscotée, elle ne peut pas le manger.
Ben, ça rejoint ce que disait un peu Pépin, dans le sens où ouais, le ligneux, le tannique Oui, et tout, ben, c'est elles ne le moins. mangent pas, mais ça les embête pas pour autant, tu vois. Ouais, Ça, mais ou ça ou un grain de sable, pour elles, c'est pareil, quoi. Hmm. Alors, c'est pas exactement pareil, parce qu'au niveau de la CEC, des échanges ioniques, c'est pas tout à fait pareil, mais quelque part, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire que ce sont des carbones qui ne sont pas dégradables et qui, petit à petit, vont se lier au minéral, et après, on va appeler ça des carbones minéraux, et ça te fait des sols noirs, quoi, voilà, et ça Ouais. n'a rien de problématique, quoi. Ok. Et si tu prends ce type de bac et enfin, ce type de compost que tu as rempli des bacs, à la fin, tu as un sol tout noir avec 20% de 15-20% de carbone complètement indigeste, très stable, indigeste pour la biologie, très stable. Et en fait, il sert juste de support, comme le minéral sert de support. Il a plus d'interaction avec la biologie, si ce n'est que c'est des matières hydrophiles ou hydrophobes, ça dépend ce qu'il y a dedans. Donc ça peut agir sur l'eau, ça peut agir sur le stockage des ions et tout ça, quoi. Bon. Mais c'est pas. En fait, voilà, ça juste on s'en fout, quoi, tu vois. En fait, il n'y a pas de sujet, quoi. Il n'y a Ok. pas de sujet, tes sols sont pleins de vieux carbone, et ouais, bah d'accord, il est là, et c'est pas si gênant, quoi. Voilà. Ça ne pose pas de problème. C'est l'illustration que tu m'avais empruntée, que tu avais mis dans ta vidéo, là, où tu te posais toutes tes questions. J'étais la voir hier sur YouTube, je me suis permis. Ou la diapo où je montrais du sol tout compacté et puis du Ouais. compost par-dessus. D'accord? Alors, quand tu vois cette vidéo, tu te dis, ah bah oui, c'est raté. Quand tu vois cette photo, tu te dis, c'est raté, j'ai du compost et puis en dessous, j'ai un sol tout compacté. Ouais. C'est raté, oui et non. En fait, si tu mets des épigées, que tu maintiens l'humidité, l'épigée va manger, il va nourrir la plante. Voilà. Sauf qu'au moindre coup de sec, ça se passe pas bien. Bon. On comprend bien que d'avoir un sol compacté, envasé dessous, c'est pas formidable, quoi. Donc, nous, notre problème qu'on avait quand on a démarré le réseau MSV, c'est qu'on avait, pour beaucoup, des sols bien fracassés. On voulait reconstruire le complexe argilo-humique. Bah, tu as compris, si tu mets la matière organique en surface, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on a compris, c'est qu'il fallait rapprocher l'organique et le minéral à l'échelle la plus petite que pouvaient nous permettre nos outils mécaniques. Et c'est pour ça qu'on a commencé à mettre 15 cm de matière organique de tout type et mélanger. Et je me suis dit, bah, c'est simple, je vais passer autant de coups de déchômeur qu'il faut pour voir jusqu'où je peux aller en termes de mélange. Bon, puis au bout d'un moment, j'ai vu que quand j'avais fait 15 passages, ça ne servait à rien d'en faire plus, ça n'avait pas l'air de changer grand-chose. Donc je me suis dit, 15 passages, c'est bien si l'objectif, c'est d'y aller le plus possible, quoi, le mélanger le plus possible. Et on a eu des très bons résultats avec ça, parce que tout de suite, cette matière organique se développait des champignons dessus. Ces champignons collaient le minéral et l'organique avec tout leur réseau, et on obtenait en l'espace de quelques semaines un sol stable à la pluviométrie, quoi, tu vois. Et qu'est-ce que t'entends? 15 passages de déchômeur, c'est quoi une déchômeur? Excuse-moi, je connais pas. Ouais, c'est des gros outils à dents pour Qui travailler le mélangent, sol, quoi. quoi. Ouais, voilà, Et bon, pourquoi tu passais 15 fois? Bah parce que c'est des outils à dents, ça mélange pas très bien, c'est pas fait pour D'accord. mélanger. Par contre, tu travailles sur des grosses largeurs. Ouais. Et je passais 15 fois parce qu'à chaque passage, ça remélangeait un peu. Bon, après, si tu y vas au cultirato, tu fais 3 passages et ça suffit, quoi. Mais 15 fois d'affilée ou tous les 2, 3, c'est... Ah non, tous les d'affilée, jusqu'à ce que. Ok. Et c'est là qu'à un moment, on a dit, bah, nous, aujourd'hui, on sait restructurer biologiquement les sols en une journée et on sait remonter le taux de matière organique de autant de points qu'on veut en une journée. Voilà. Mais tu vois, moi je pense que c'est une énorme erreur que j'ai fait au départ, là, il y a 10 ans, je sais pas, comme je pense que j'ai mal reçu les messages, et puis je sais pas si c'était chez toi que je l'entendais. Ils n'étaient pas forcément toujours si clairs que ça. Ouais, mais en fait pour moi c'était balance ton apport en surface. En fait, même pas, j'ai écouté, j'ai observé mon sol en fait. Pour moi c'était, vas-y, envoie, alors que j'avais un sol hyper compact, pas de vers de terre, sec, enfin c'était n'importe quoi en fait. Et si tu veux, mes apports... c'est pas n'importe quoi, c'est juste qu'il y a un ou deux paramètres que tu n'avais pas capté. Et nous, on a fait les mêmes erreurs. J'ai plein de collègues qui ont fait les mêmes erreurs. Nous, tu sais, c'est quand même que... Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a compris le rôle absolument primordial des vers de terre. C'est 2018, 2017, 2016, tu vois. Ouais. Ok. Donc, et une fois que tu as intégré, là, que tu fais ces 15 passages, que tu moulines. Donc, une fois que tu as intégré ça, ton problème, c'est que tu as une énorme fin d'azote. Parce que ton sol, il se transforme en camembert géant, plein de champignons.
où tu as un pic d'activité biologique absolument monstrueux. Tu les vois, les champignons, à vue d'œil, se développer dans ton sol. Oui, en précisant que les champignons, pour se dédoubler, développer, bouffent de l'azote, hein, c'est ça? Ah, ils bouffent de tout. Ils bouffent de Et ils tout, ont mais besoin de beaucoup d'azote, ok. parce qu'ils ont un C/N de Mm. 9, 10. Et donc, ils immobilisent toute la matière azotée et tous les autres minéraux qu'il y a dans le sol. La moindre acide aminé, le moindre nitrate qui traîne, il avale tout. Et le problème, c'est que si là, tu mets une plante avec ses petites rhizosphères et ses petites racines, et elle fait pas le poids, quoi. Elle se fait éclater la tête. Et même la légumineuse n'arrive à rien, quoi. Et donc, il faut attendre que cet énorme pic d'activité biologique meure, tout simplement, parce qu'elle a mangé tout ce qu'il y avait à manger, ça meurt. Là, dans certaines situations, alors notamment si tu utilises du vrai BRF, tu vois des pics de relargage d'acides aminés ou des trucs un peu bizarres, mais en temps normal, tu vois juste que rien, ça pousse pas beaucoup. Après la fin d'azote, ça pousse pas beaucoup mieux. Parce qu'en fait, ça minéralise pas beaucoup. C'est-à-dire que tu as eu un énorme pic d'activité biologique. D'accord. Cette microbiologie, elle meurt. Et là, ça pousse un peu mieux, mais toujours pas beaucoup. Parce qu'en fait, une fin d'azote, ça dure au maximum 6 mois, sauf si ton sol s'assèche. Ouais. La fin d'azote se rallongera d'autant plus. Si tu noies ton sol, la fin d'azote se rallongera d'autant plus. Si c'est noyé 2 mois, ça va se rallonger de 2 mois, parce que l'activité biologique s'arrête quand le sol sèche ou quand il est noyé. Mhm. Mais au maximum, si ton sol est actif, une fin d'azote, ça dure 5-6 mois. Et une fois que ça s'est terminé, ça ne veut pas dire que ton sol il est biologiquement en forme, parce que pour retrouver une population de vers de terre, c'est pas 6 mois, c'est plutôt 18 mois. Ouais. Donc là, il te reste 1 an où ta matière organique, elle a presque fini d'humifier, tu vois, son C/N, il est descendu à 15 et il va doucement vers 10, il lui faut 1 an de plus, tu vois. Sauf qu'il ira jamais à 10 tant qu'il n'y a pas les vers de terre qui viennent le bouffer. Ok. D'accord? Et donc, c'est ce que je réexplique dans ma vidéo, là, et tu retourneras la voir sur l'azote, c'est que tu as bien ces 3 phases quand tu fais un intrant massif. Première phase, fin d'azote. Deuxième phase, lente fin de l'humification et manque de minéralisation. Et là, tout d'un coup, les vers de terre reviennent et bam, ça part. Et tu dis, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Moi, avec mon frère, c'est ce qui nous est arrivé. On a fait plein d'essais pendant 2 ans, tout et n'importe quoi, des fins d'azote, ça poussait pas sur un sol mort. Et la 3e année, tout s'est mis à pousser, tu vois. Et on comprenait pas. Tu vois, on était là, what? Mais pourquoi? Là, j'ai mis de la paille, là, j'ai mis du BRF, là, j'ai mis du chose, là, j'ai mis du machin, là, beaucoup, là, moins. Et tout pousse. Ah, pourquoi? Et en fait, c'est juste, ça faisait 2 ans qu'on avait arrêté de travailler nos sols. Les populations de vers de terre étaient reconstituées. Mhm. Et ça y est, tout se mettait à pousser, quoi. Et après, tu n'as plus qu'à faire ton réapport annuel, matière sèche, hein, 3, 4, Voilà. 5, 10 kilos selon les tonnages que tu peux espérer en légumes après ou la présence de vers de C'est terre. ça. Et après, par exemple, tu vois, sur les fixes, tiens, un truc intéressant, sur les fixations biologiques d'azote, tu me parlais. Nous, c'est les essais qu'on a fait au CER de Marseille. On a une serre avec des modalités. Tu as regardé les vidéos, mais on met que du gazon. Une modalité, on met que du BRF en surquantité, tu vois. Des modalités où on met qu'une petite dose de BRF, une petite dose de paille. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que les 2 modalités où on a le plus de nitrate, c'est la modalité BRF à volonté, tu vois. Dès que c'est mangé, on en remet. Hein, et la modalité gazon, où on remet du gazon à volonté, tu vois. Mhm. Donc, d'un côté, on a une matière très, très azotée qui se décompose et qui libère des quantités de nitrate abominables dans le sol. Et de l'autre côté, on a une matière avec un C/N de 60-70 qui fixe énormément de biologie dans le sol, enfin dans la décomposition. C'est bouffé par les vers de terre et on se retrouve avec une accumulation de nitrate dans le sol. Ok. Et là, on a des taux stratosphériques. Bon, j'ai toujours pas réussi à rendre malade mes plantes, mais en tout cas, c'était complètement en dehors des normes, tu vois. Ok. Voilà. Ok. Et cette question de la fixation biologique, j'avais aussi fait la démonstration. Parce qu'en serre chauffée, je te disais, la ration du sol pour nourrir 4 tonnes de vers de terre, c'est à peu près 100 tonnes de matière sèche par hectare et par an. En serre chauffée. Ouais. Pour faire un rendement entre 500 et 700 tonnes hectare. Quoi. Je me suis amusé à utiliser du granulé de paille pour nourrir des bacs de tomates. Et là, comme c'est du granulé de paille, tu sais, c'est affiné très très fin. Ouais. Les vers de terre, ils se jettent là-dessus, ils le dévorent, et les vers de terre, ils se mettent à multiplier à une vitesse absolument incroyable. En plus, ils ont de l'énergie, tu sais. Vraiment, c'était visible à l'œil que les vers de terre, ils avaient une nutrition beaucoup plus énergétique dans ce bac-là que dans les autres. Parce qu'ils bougeaient plus vite, ils étaient plus énervés, c'était vraiment incroyable. Et ben, c'était les plus belles tomates de la serre. Parce qu'en fait, et c'est là que j'ai compris, et ça, je manque un peu de littérature pour le démontrer clairement, mais ça paraît assez logique, ce sont ces sucres présents dans les celluloses que la microbiologie aime bien manger pour avoir un métabolisme très actif.
ça lui permet de fixer beaucoup d'azote, ça lui permet d'être très actif. Et en fait, c'est la cellulose qui permet la fixation biologique d'azote. Et beaucoup moins les lignines et beaucoup moins les tanins, parce qu'en fait, c'est inerte, c'est pas digeste, tu vois. Ouais. Donc la biologie n'en fait rien. À part certains champignons qui arrivent à digérer ces choses-là, mais c'est des processus métaboliques qui sont pas très rentables. Tu sais, les pourritures blanches qui mangent les d'arbres dans la forêt, c'est des processus très lents. Parce que, bon, c'est un autre processus chimique et qui a un rendement qui est mauvais, quoi, qui est pas très bon par rapport à la consommation de cellulose. D'accord. Donc, j'ai aussi démontré comme ça que effectivement, il y avait des fixations biologiques qui étaient d'azote, qui étaient très significatives, quoi. Et là-dessus, j'ai pas les connaissances, mais Denis Pépin me disait ça. En fait, il disait, c'est ce que tu dis là, c'est que la lignine a moins d'avantages biologiques que la cellulose et l'hémicellulose. Sauf pour ta stabilité structurale. L'information de structuration n'est pas du tout la même. Ouais, ok. Parce que dans ta cellulose, c'est que des sucres à répétition, c'est le même motif moléculaire qui se répète, ouais, ok. Qui se répète. Et donc là, en termes d'entropie, tu es très bas et ça, c'est une super nutrition pour ta biologie. Alors que sur ta lignine, c'est un fouillous improbable de liens moléculaires qui rendent très peu digeste la matière. Ok. Donc, autrement que le rapport C sur N, c'est la structure carbonée qui... Alors, ça s'appelle l'indice de stabilité biologique des matières organiques. Et à la fin, tu as le charbon qui se décompose très très lentement. Et qui, objectivement, pour la biologie du sol, lui, le charbon, il sert strictement à rien. Parce que tu n'arrives pas à en faire de l'humus, parce que tu n'arrives pas à le mélanger à l'argile. Et il nourrit même pas la biologie du sol. D'accord. Et il coûte 300 balles la tonne. Ouais. Ok. Et moi, j'ai des gens qui viennent me voir pour que je fasse la promotion du biochar. Je fais, loupé. On va discuter un peu, hein, parce que il va falloir que le chèque soit gros. Les engrais verts, cette symbiose-là, couvert permanent, on en a un peu parlé. Et puis, pour finir aussi, en espérant qu'on ait le temps, parler des ravageurs, parce que beaucoup sont inquiets du fait. Et là aussi, Denis Pépin disait, une des raisons de travailler son sol, c'est d'aller un peu fracasser l'activité biologique qu'on ne désire pas, tu vois, des ravageurs, des galeries. Alors là-dessus, donc, on peut commencer par les couverts permanents, déjà, si tu veux. Bon, alors les couverts végétaux, le problème, c'est quoi en légumes? C'est que si tu peux faire pousser un couvert, tu peux faire pousser un légume. Donc tu perds du temps, de la place et tu bouffes moins. Bon. Ça, c'est et de toute façon, ton couvert annuel, il aura du mal à produire beaucoup de matière organique et il ne pourra de toute façon jamais compenser le soleil que tu as perdu pendant ta culture légumière qui ne produit pas beaucoup de matière organique. Le soleil que tu as perdu pendant que tu fais ta salade ou ton radis qui ne produit pas beaucoup de matière organique, tu ne pourras pas le récupérer. Quoi. Le photon, il est perdu. Tu vois. Donc, dans ton contexte pédoclimatique, quand tu fais des cultures de légumes, tu es sous-efficace, tu perds de la lumière, donc tu perds de la production de biomasse. Okay. Si entre deux cultures, tu ne sais pas quoi faire, oui, fais un couvert annuel. Ok, très bien. In fine, ça va produire de la matière organique morte. Pendant sa vie, la plante, elle va faire des exsudats racinaires. C'est à peu près 30% des influx de carbone dans le sol. C'est important. Alors, c'est sur des périodes courtes. Voilà. Mais moi, le couvert annuel, c'est un outil que j'ai toujours pris avec des pincettes pour les maraîchers parce que ça coûte cher. Si tu veux le réussir, il faut le mener réellement comme une culture. C'est-à-dire que c'est un nouveau métier encore. Tu dois être semeur de légumes, puis tu dois être aussi semeur d'engrais verts. Et c'est encore un autre boulot. Il faut les réussir. Il faut s'en débarrasser. Et donc, et pour produire combien de matière sèche par hectare et par an? Souvent, pas tant. Tu vois, alors que le temps que tu as pris à gérer ton couvert, prends-le à prendre un épandeur et pendre du BRF, tu vas voir le résultat. C'est pas autre chose, c'est pas la même. Tu as des ordres de tonnage à l'hectare en production oui, c'est les mêmes ordres que la production de biomasse d'un écosystème. Oui, ok. Tu fais un gros couvert de sorgho sur tout l'été, il faut t'attendre à produire au total 20-30 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Exudat, racines, paille, feuilles, tout compter. Ouais, tu as quand même l'avantage de produire sur place. La ration de matière sèche que tu as besoin, mais ça prend de la place, ça prend du coût, ça tu prend produis du temps. Que ça, tu vois. C'est pour ça que tu essaies de développer du couvert permanent, non? Oui, parce qu'en fait, moi, les couverts annuels m'ont toujours paru trop contraignants entre le SMI, la gestion, l'enfouissement et le résultat qui est pas terrible. Ouais. Alors surtout, là où moi j'ai vu des impasses, c'est quand les maraîchers partaient de sols dégradés et qui se disaient qu'avec uniquement des couverts annuels, ils allaient restaurer les sols. Alors là, c'est un peu ce que Yann Lopez, il était un peu dans cette démarche. Je crois que pendant 2 ans, il a enchaîné engrais verts. Oui, mais malheureusement, quand tu fais les calculs, tu te rends compte qu'à la fin, ton taux de matière organique, il va pas beaucoup monter. Et dès que tu vas mettre un légume, il va rechuter, quoi, tu vois. Donc, c'est pas bon.
Donc c'est pour ça que moi je me suis plutôt orienté vers les intrants matière organique morte, très massifs, un peu massifs, et toujours venir tous les ans compenser la production de biomasse que je n'ai pas réalisée avec mes légumes, la compenser en ramenant des paillages, en ramenant genre de trucs. Et depuis 3-4 ans, j'avais le sentiment qu'on avait suffisamment bien compris beaucoup de choses sur la fertilité des sols pour pouvoir commencer à se permettre, dans le même sol, à faire pousser des légumes et des couverts permanents. Et donc là, depuis 3 ans, on expérimente ça au cerf. Et la logique, c'est simple, c'est j'ai un couvert permanent de différentes plantes, et dedans, j'ai mon légume, et en fait, je perds jamais un photon, quoi. Voilà. Donc, quelles sont les contraintes de ces approches? Ouais. C'est qu'il faut quand même que tu aies une plante de couvert qui soit en dessous de ta plante de culture, parce qu'il faut... Oui, celle qui gagne, si tu veux, c'est la plus grande, qui a le plus de surface foliaire et qui est au-dessus des autres. C'est simple, c'est celle qui a accès au soleil et c'est celle qui a le plus gros système racinaire. Voilà. Mais on a été jusqu'à faire pousser des tomates et des concombres dans de la menthe et de la prairie, quoi, tu vois. J'ai vu ça, c'est sur la chaîne, hein, c'est génial. Je crois qu'il n'y a pas encore le bilan de cette dernière année, mais j'avais suivi. Bah oui, là, j'ai beaucoup de travail. En ce moment, je t'avoue, François, dépêche-toi, s'il te plaît. Moi, ce que je peux te dire, c'est que partout où on a mis du sol vivant, on a supprimé la quasi-totalité de toutes les maladies du sol. Les nématodes, les machins, les trucs, tout ça, ça a disparu. À partir du moment où on a mis l'aération du sol, les vers de terre. Okay. Quand j'ai bossé pour les Nantais, si tu veux, j'ai commencé à bosser avec des tomatiers industriels, avec la coopérative Océane à Nantes. Je me souviens d'une des premières réunions qui était assez épique et assez déstabilisante pour moi, où au bout d'un moment, plusieurs mecs se bloquent un peu, tu vois, dans la discussion et disent on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas à faire du sol vivant. Ah bon, merde, pourquoi? Parce que nos sols sont contaminés. Moi, dans ma tête, tu sais, je commençais à avoir des trucs craignos, il y a du plomb, des machins. Non, contaminés par des maladies. Ah, bah merde. Et là, avec eux, je fais la liste de toutes les pathologies qui se tapent depuis 30 ans, tu vois. Et la liste était longue, tu vois, mais longue. Et je me dis, oui, d'accord, je comprends. Les mecs, ils ont les chakras un peu bouchés, tu vois, ils ont 2-3 nœuds au ventre parce que ça fait 30 ans qu'ils se battent contre des maladies, tu vois. Et là, moi, je me pointe et je suis en train de leur dire que je vais réussir à résoudre tous les problèmes. C'est chaud quand même, tu vois. Et en fait, je leur ai dit, ben, on ne va pas s'occuper des maladies. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre en route le cycle normal de la biologie des sols. OK ? Et en fait, ces maladies ne devraient juste pas apparaître. Parce qu'en fait, si tu veux, ils avaient des maladies dans toutes les catégories écologiques. Il y avait des bactéries, il y avait des champignons, il y avait des nématodes, il y avait tout, tu vois, des protozoaires, des machins, il y avait tout. Toute l'écologie des sols s'était retournée contre les plantes. D'accord. Tous les étages écologiques s'étaient mis à attaquer la plante. Et pourquoi? Parce qu'ils ont faim. C'est tout. La biologie du sol, elle mange de la matière organique morte. Ça faisait 30 ans qu'elle en avait plus. D'accord. D'accord. Et donc maintenant, ils bouffaient les plantes. Et donc, on a remis de la matière organique morte. Et ben, tu sais quoi? On n'a jamais eu la moindre pathologie. Alors après, quand les mecs se sont... Après, voilà, bon, t'entendras peut-être des trucs. Moi, il y a des mecs qui ont plus voulu bosser avec moi. Ils ont des problèmes, ils se démerdent. Tu vois, voilà. Il y en a d'autres qui sont passés derrière moi en disant mais vous mettez trop de matière organique, arrêtez d'en mettre de trop. Voilà. Ils ont arrêté de nourrir leurs vers de terre, ils ont des emmerdes, c'est pas mon problème. D'accord. S'ils veulent, on bosse ensemble, mais voilà. Partout où on nourrit correctement les sols, on n'a plus ces problèmes. Donc là, je te parle des ravageurs des sols. Après, sur les ravageurs au-dessus du sol, nous, avec les climats tropicaux, cette année, on s'est débarrassé du mildiou, des pucerons, des acariens, de l'oïdium, et il me reste la cladosporiose et certaines gammes d'acariens. Moi, de ce que tu me dis, c'est que si effectivement il te manque les grosses espèces de lombriciens, il faut que tu veilles à tout prix à maintenir l'humidité en surface de ton sol sans le noyer. Et le ver de terre, il respire par la peau, pas d'eau, il étouffe. Voilà. Il lui manque des flux thermodynamiques essentiels. Voilà. Donc, et le goutte à goutte, c'est économe en eau, mais la biologie, elle a besoin d'eau partout. Nous, tu vois, les systèmes en couvert permanent, on est passé en aspersion. Alors, bon, j'ai des séristes industriels qui font du sol vivant en goutte à goutte, mais bon, voilà, la biologie, depuis le début de la culture jusqu'à la fin, elle est concentrée sous le goutte à goutte. C'est sûr. Okay. Et tous les anéciques et tous les épigées, ils sont sous le goutte à goutte. Ils sont pas à côté. À côté, c'est les cloportes. Tu as beaucoup de cloportes d'ailleurs, visiblement.
Ouais, oui, oui, bah oui, parce que j'ai beaucoup, beaucoup Voilà. d'apports Et bah ça, carbonés. c'est le signe d'une humidité intermédiaire, c'est-à-dire que c'est D'accord. humide, mais pas tout à fait assez. Exactement, exactement. Voilà. Donc pour moi, tu as principalement un problème d'eau qui fait caler ton sol, hein, vu de loin comme ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et s'il te manque les grosses espèces, ceci explique cela, parce que si tu avais les grosses espèces, tu devrais avoir un sol un peu plus résilient. Ok, Et si te manque les grosses espèces, bah, il va perdre en résilience dans sa capacité à minéraliser dès que c'est un tout petit peu séchant, tu vois. je comprends. Du coup, Voilà. par exemple, toi, le fait que ce soit calcaire, ce pH, c'est pas ta priorité d'action, tu t'en fous, quoi. Limite, tu Non, t'en non, non, fous. non. Ouais, Et si tu veux refaire une analyse, tiens, tu envoies au Célestat Lab. Nous, on avait fait ça il y a 10 ans. Le mec, il nous avait dit, bon, bah, votre sol est riche en tout, tu vois, comme toi dans tes analyses, ah c'était oui. gavé, tous les compteurs étaient au taquet, l'aiguille, on pouvait plus, tu vois. Hmm. C'est gavé. Votre sol est pourvu en tout, vous pouvez faire les impasses sur tous les engrais. Enfin, Hmm. et vous avez une très bonne activité biologique. Au revoir. Donc moi, quand j'ai lu l'analyse du Célestat Lab, là, je dis bon bah en gros, ça veut dire que j'ai un sol où ça pousse tout seul, tu vois. Hmm. Fin du débat, tu vois. Ah ouais, ok. Donc je dirais que ton analyse, elle a potentiellement, elle est non significative statistiquement parce que là, tu n'as quand même que un Oui. point, tu vois. Tu aurais fait un point en mars, un point l'été et un point en septembre ou en octobre. Moi, je Bah, t'aurais dit si tu ouais veux, bon. je l'ai pas fait en mars, en avril, en mai, en juin, parce que je suis le roi du pétrole. Ça pousse de partout, quoi. Ben voilà. Et ben donc, refais une analyse en mai et on va te dire ah, votre sol est très bien pourvu en bactéries, en activité biologique. Sauf qu'arrivé en août, elle meurt de soif, donc l'analyse dit bah c'est mort. Voilà. C'est peut-être ça, tu vois. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que comme tu Réfléchis à dis. cette question de l'arrosage. Pour moi, de ce que, des quelques éléments clés de ma grille de lecture, c'est ça qui semble significatif. Ouais, ok, merci Un pour. manque d'homogénéité, de constance dans la disponibilité en eau, qui fait que bah, dès que ça devient séchant, tu as Ouais. 70% du volume racinaire de tes cultures qui n'a plus accès à l'eau. 70% du cycle de la fertilité qui cale, et ben, c'est des légumes qui passent de je pousse beaucoup à je pousse quand même vraiment plus très beaucoup, quoi. Ok, je comprends. Donc voilà, moi je te dis, va dans ce sens-là, et puis c'est peut-être une bonne piste. Voilà, je t'entendais te dire dans ta vidéo, je vais arrêter de mettre du carbone. Bon, bah oui, après tes vers de Eh, terre, ils vont avoir faim, quoi. Donc bon, voilà, ouais, quoi. honnêtement, je te dis, je suis à plus de. Bon, toi, tu dis, c'est vrai que Pépin dit avec 5 ça suffit. D'autres agronomes, 5 quoi. 5 points de MO dans le sol. Toi, tu dis qu'on peut. Bon. Après, il y a la question Oui. aussi, il y a l'approche écologique, tu vois. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais véhiculer de la MO, c'est pas comme véhiculer de l'engrais, tu vois. Aujourd'hui, tu as des taux de matière organique qui sont déjà très élevés. Ce dont tu as besoin dans Hmm. ton sol, c'est de lui maintenir une nutrition tous les ans. Ouais, Voilà, mais voilà, c'est tout. je peux me permettre à la rigueur là de laisser un peu souffler, digérer Sans l'actuel. doute, sans doute, si tu as mal au bras, que tu en as mal de fourcher, tu as marre de fourcher, si tu n'en mets pas cette Tu l'as année, ça va bien compris, se passer. moi aussi, j'ai. Mais après, ouais, non, c'est pour, on peut finir là-dessus aussi, si tu veux, c'est l'aspect écologique de la démarche. C'est vrai que moi, je trouve que c'est justifié, c'est-à-dire que véhiculer de la l'AMO, vu que c'est beaucoup de carbone, ça prend de Oui, la oui. place, Bon, ça prend du volume. on venait d'un monde où le maraîchage dégradait les sols, où on était en hors-sol avec des sols en Ouais, céphalogramme plat. Bon, on est passé à l'intrant massif pour reconstruire. Bon, on me l'a reproché, on m'a dit, ah là là, tu sais pas ce que tu fais, tu prends des risques, blablabla. Je dis, mais attendez, si on veut avancer, faut un hmm. peu des risques, quoi. Tu Oui, vois, oui, sinon, il faut un coup pour un avantage, quoi, entre guillemets. ça va, avant qu'on détruise la planète avec 2 intrants massifs sur 2000 mètres carrés, ça va bien se passer, tu vois. Moi, Ouais, je comprends. Ok. mais voilà, on a testé, on a appris à faire ça et on a aidé beaucoup, beaucoup de maraîchers à s'installer grâce aux intrants massifs, grâce aux apports de matière organique. Et aujourd'hui, bah, on est arrivé à des techniques où on fait un tronc massif couvert permanent et en 6 mois, on a des systèmes auto-fertiles, tu vois. Ok. Et Et moi, je trouve ça chouette, quoi. pour re-répondre peut-être à la question, je pense qu'on me reposera. Moi, je m'attends à la question, ouais, mais si j'ai pas de vers de terre dans mon sol, je reprécise donc plutôt ce conseil peut-être, apport de 5, 10, 15 kilos de MO, passage de moulinette pour C'est ça, incorporer, et il y a de grandes chances que ces vers de terre déboulent de droite, de gauche, de c'est ça. profond. Et s'ils reviennent pas du tout, parce qu'on est dans une situation où il y a un sous-sol Hmm, qui est vraiment tellement dégueulasse qu'ils veulent pas revenir, hmm. bah oui, c'est un peu compliqué. Et là, il faut garder des approches travail du sol parce Ok, que c'est une minéralisation artificielle par les outils mécaniques qui fait pousser les plantes. Ouais. il va pallier quoi, à Et à l'absence de pallier. vers Et de après, terre. c'est les engrais. Hein. Tu sais, moi, aujourd'hui, j'ai des systèmes mixtes. Tiens, Hmm, Xavier Dubreuc, mon collègue Xavier Dubreuc, fait des travaux extraordinaires là-dessus, où son approche sol vivant consiste dans un premier temps, avec des producteurs en grande surface, à d'abord s'occuper de la stabilité structurelle du sol avec des couverts, mais il continue de nourrir les cultures avec 100% la dose d'azote standard, tu vois. ok.
enfin la dose d'engrais standard. Ouais, Et ça pendant des années et des années, et petit à petit, il fait bouger les systèmes. En fait, lui, ce qu'il aime, c'est faire bouger les systèmes sans jamais faire prendre le moindre risque au producteur. Tu vois. Ok, ouais. Et Oui, tout ça contre contrôle. Bon. C'est son approche, et elle est très très bonne parce que elle est lente. Moi, ça m'agace. Tu vois, je suis un pressé, je suis quelqu'un de pressé, et j'aime que ça avance vite. Lui, il a un autre regard, c'est dire je veux faire évoluer mes producteurs sans la moindre prise de risque. Donc tous les ans, il bouge un curseur, puis 2, puis 3. Bon, là, ces dernières années, ça s'accélère. Il fait des choses, ça commence à être joli. Après, c'est ce que tu écris un peu aussi sur le guide MSV. Là, je l'ai encore lu récemment. Où, à un moment, vous dites si vous voulez assurer le gain productiviste, économique, continuez un peu de sécuriser avec de l'engrais orga, mais jouez à fond la stabilité structurelle du sol. Faites revenir vos vers de terre, envoyez l'AMO. Mais... c'est ça, tu sais, quand tu t'installes en maraîchage, il y a tellement de choses à suivre, à comprendre. C'est un boulot tellement compliqué, surtout quand tu démarres. Tu vois, bon. Donc, garde des engrais sous le coude, ça pousse pas assez, c'est pas grave, vas-y, balance, puis tu comprendras mieux l'an prochain. Tu vois. Et les producteurs, généralement, quand je travaille avec eux, j'utilise les engrais que eux maîtrisent. Si c'est de l'organique, c'est de l'organique, c'est du chimique, c'est du chimique. Et puis c'est tout, quoi, tu vois. Parce que c'est eux qui vont le mettre, engrais, donc ils le mettent. Après, un engrais orga sera plus efficace sur un sol structuré par une approche MSV, non? Ça dépend s'il est liquide, ça dépend si c'est du granulé, ça dépend ce que c'est du 100% minéral. Mais oui, l'activité biologique va minéraliser plus vite les engrais organiques. Ça, c'est sûr. C'est ce que je voulais dire. Quelle que soit la nature de ton engrais organique. Ok, merci. Merci François. En espérant pouvoir avoir aidé un peu, je te souhaite un bon courage. Ouais, c'était pour donner une visibilité à cette approche par les vers de terre, parce que moi j'ai encore montré récemment une visibilité sur des approches où il faut passer par du travail de sol parce que, comme tu dis, je pense qu'on est d'accord là-dessus, sitôt qu'il n'y a pas cette présence, on a une compaction qui devient trop conséquente pour la production légumière. Ça peut poser problème. Ça peut poser problème, donc... je le redis, c'est les vers de terre qui nourrissent les plantes, donc tu peux avoir un sol très compact partout. Si tu as des vers de terre au milieu, ça pousse pas si mal. Les vers de terre et la nourriture annuelle qu'on leur apporte pour les développer. Et après, tout ça est beaucoup de nuances. Bon, après, je laisse les gens aller sur ta chaîne où tu as, je sais pas, en heures de vidéo, je crois que moi, le premier, je dû passer 1000 MSV heures. vers de terre, on doit être à 1400 heures, je crois. Ça commence à faire. Pour ceux qui... Et on a un catalogue de formations, des formations. On va lancer une nouvelle plateforme digitale, d'ailleurs, cet hiver, où tous nos formateurs vont venir faire des webinaires, des trucs. Là, on a un gros projet depuis plusieurs années. Bon, écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Merci, c'est nous qui te remercions, François. Bon jardinage à tout le monde pour cette année. Et puis, à une prochaine fois, on refait le point dans 1 ou 2 ans. Super, allez, à tout bientôt. Ciao. Alors je vous retrouve pour vous donner un petit peu mon retour après cet échange avec François, mon retour aussi sur la méthode parce que j'ai essayé parfois de l'appliquer au potager. Donc déjà revenir sur cette méthode, maraîchage sol vivant, au travers vraiment des vers de terre, vous l'avez bien compris. C'est une méthode moi que je suis depuis presque 10 ans. J'ai attendu de nombreuses années avant de vous en parler sur la chaîne. Au début j'avais beaucoup d'interrogations et voyant quand même que cette méthode se démultiplie, que le réseau se démultiplie, que ça semble assez prometteur, j'ai souhaité donner une visibilité à cette approche du potager, du maraîchage et peut-être même de l'agriculture dans un avenir prochain. Donc en tant que jardinier, moi je galère beaucoup par contre à vouloir appliquer cette méthode parce qu'il faut vraiment en parler, il y a quand même des contraintes, notamment de climat. Vous l'avez compris, il faut une humidité du sol, il faut une humidité du paillage, ça moi je ne l'avais pas assez assimilé, mais pour que les vers de terre, les macro-organismes assimilent la matière organique, il faut qu'elle soit humide, sinon c'est très difficile pour eux de l'ingurgiter, de la valoriser. Donc il faut un climat, il faut un sol quand même un minimum vivant, meuble, oxygéné pour que ça se passe au mieux, sinon il faut travailler mécaniquement. Moi c'est d'ailleurs une erreur que j'ai fait il y a 10 ans, je n'ai pas incorporé les matières organiques, je n'ai pas allégé mon sol et tout se passe très lentement en surface. Donc une méthode qui a cette contrainte d'humidité, de climat, il y a aussi une contrainte de devoir avoir accès à la matière organique et ça pour beaucoup de jardiniers, trouver des paillages, que ce soit tonte, broyat, feuilles, ce n'est pas forcément évident. Et puis on connaît tous les désagréments du paillage. Je pense aux limaces, je pense aux ravageurs, je pense à la non-praticité parfois à semer, à planter. Beaucoup de jardiniers font sans paillage et ça se passe très bien grâce aux autres solutions que je vous ai souvent montrées, les engrais organiques, les composts qu'on a vus avec Charles Dogding, avec Denis Pépin qui utilise aussi beaucoup de compost, notamment pour les cultures gourmandes. Mais là, voilà, François nous montre que même pour les cultures gourmandes, en augmentant encore les quantités de matière organique,
organique, plutôt que 3 kg, on va mettre 4, 5, 6, 8, 10, 15 kg même sous des conditions tropicales, hein, sous serre, avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité. Il arrive à des résultats dingues, mais sous condition d'amener beaucoup de matière organique. Donc voilà pour ce retour sur la méthode. Oui, elle est prometteuse, mais évidemment, il y a des barrières, sinon on la verrait partout utilisée. Il faut avoir l'accès à la matière organique et il faut faire avec les inconvénients de la matière organique, et notamment du paillage quand on met tout ça en surface. Ensuite, je voudrais revenir sur un deuxième point, c'est sur le fait que vous allez forcément constater des contradictions, des différences entre les différents intervenants qui viennent sur la chaîne, qui viendront sur la chaîne, parce qu'il y en a bien d'autres qui seront accueillis. Et ça, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, quelque part, ça vous perd un petit peu parce que vous aimeriez entendre toujours la même chose. Alors là-dessus, j'ai plusieurs réponses à vous apporter. Déjà que pour moi, c'est important de vous montrer différentes approches. J'appelle ça tout simplement de la curiosité, de la diversité. Et je suis convaincu qu'il n'y a pas une seule et même approche pour bien faire du potager. Et plus encore, quand on s'intéresse au sol et non pas simplement faire pousser des légumes, hein, parce que ça c'est simple. Vous balancez une poignée d'engrais, de l'humidité, de la bonne température et ça va pousser. Mais quand on est passionné par le sol, c'est tellement complexe, il y a tellement différentes approches que forcément, par moment, on va rencontrer des contradictions. Et puis dire aussi qu'avant ces contradictions, il y a énormément de points communs. Que ce soit François Mullet, que ce soit Denis Pépin, que ce soit Charles Dongding, ils sont tous d'accord sur le fait qu'il faut passer par le sol, qu'il faut passer par l'activité biologique, qu'il faut apporter des matières organiques. Alors Charles Dongding, lui, va beaucoup plus cibler sur le compost. Denis Pépin va cibler le compost, mais aussi des paillages. François Pépin va nous parler beaucoup plus de paillage, d'apport massif de matière organique. Denis Pépin va être plus modéré sur les apports. François va être un peu plus insistant. Charles, vraiment, ne jure que par le compost. Mais ce sont des curseurs, en fait, qui vont être modifiés. Mais sinon, les bases sont les mêmes. Humidité, température, le sol, l'activité biologique, et en avant, on essaie de produire des légumes par cette finalité-là du sol vivant, de l'activité biologique. Et après, donc, les curseurs vont être modifiés. Là où je relève, moi, une contradiction, et moi je n'ai pas les connaissances pour vous apporter une réponse précise là-dessus, ça va être, vous savez, sur cet apport de carbone. Par exemple, Denis Pépin nous donne une vigilance à nous dire attention, si on accumule la lignine dans son sol, vous savez, tout ce qui est bois, tout ce qui est sol de forêt, on peut avoir des blocages conséquents. Et François, lui, ne se soucie pas trop de cet excès de carbone, dit que voilà, ça va être présent dans le sol, ça va faire un sol noir, mais ça ne va pas empêcher au potager de bien se porter. Et là-dessus, moi je vous avoue, alors j'ai une expérience qui montre que je ressens parfois des blocages, mais je ne vais pas en faire une vérité. Après, pour continuer d'approfondir un peu ce sujet, j'ai demandé à ChatGPT, vous savez, cette intelligence artificielle, d'essayer de me faire comme un résumé sur ce qui se dit sur Internet, sur ces blocages de sol, si on apporte un excès de lignine. Et je vous partage rapidement ce qu'il dit. Et ça rejoint quand même un peu plus, je trouve, les propos de Denis Pépin, sans dire qu'un a raison, l'autre a tort. Donc déjà, il nous dit que la lignine, c'est un composant de bois très résistant à la décomposition, c'est ce que nous disait François Mullet aussi. Et dans un sol où les apports vont être répétée en quantité, fréquemment, la décomposition de cette matière va devenir lente, même avec une forte activité biologique, et que si on manque de champignons lignivores, ce qui est le cas, moi ici par exemple, quand je manque souvent d'humidité, je n'ai plus de champignons, et bien dans ce cas-là, les quantités ne seront pas suffisantes de champignons dans le sol, et les organismes vont faire défaut, la lignine va s'accumuler et créer un environnement défavorable pour d'autres formes de vie, pour nos cultures. Donc là aussi, on voit que ça peut poser souci, mais plus que ça encore, ChatGPT nous dit que dans les premières années, une carence en azote temporaire peut être constatée, ce que nous dit aussi François Mullet, hein, il nous parle de 6, 12, 18 mois, le temps que les vers de terre reviennent. Ça peut être compensé par des apports d'engrais organiques, de sang séché, de purin, hein, vous savez, tout ce qui apporte vite de l'azote, de l'urine aussi. Mais à long terme, si le sol devient saturé en lignine, la fin d'azote peut devenir chronique, même si on continue d'apporter de l'azote sous d'autres formes. Donc vous voyez que là, c'est assez sévère, ça veut dire que vraiment on a constamment une difficulté
difficulté à libérer de l'azote. Cela peut provoquer une baisse progressive des rendements et une dégradation carrément de la structure de sol. Donc les solutions proposées par GPT, diversifier ses apports, ce que je répète souvent sur la chaîne, que je n'ai pas assez fait moi parce que j'ai trop concentré sur de la lignine, mais il faut absolument apporter pour compenser parfois même de l'urine, de la tonte, de la cellulose, de la paille, du foin, hein, des sucres qu'on pourrait appeler rapides. Ce qu'il conseille aussi, c'est parfois d'amener des champignons lignivores, mais moi j'ai pas envie de m'amuser à inoculer mon sol avec des trucs à acheter qui coûtent souvent cher dans le commerce. Et puis aussi réviser tout simplement sa stratégie d'apport, c'est-à-dire alterner des phases de repos avec des apports moins massifs. Ce que je vais faire moi cette saison, je me calme sur mes gros apports de lignine, je laisse quelque part mon sol digérer parce que j'ai beaucoup de matière organique, hein, je suis à quasiment 6% de matière organique dans mon sol. Donc voilà ce que dit GPT. Moi, ça m'incite quand même à avoir une certaine prudence, même si François, lui, vraiment, voilà, il voit le carbone sans retenue. Il a des expériences apparemment sur le terrain qui montrent que tout marche. Alors après, je dis apparemment. Pourquoi je dis apparemment? Parce que ça ne reste quand même, vous l'avez entendu, tous les travaux viennent presque que d'un seul homme, de Marcel Boucher. Moi, parfois, ça me freine un petit peu dans mes convictions de vérité parce que j'aime bien quand il y a énormément d'études, de contrôles, d'organismes. Et là, ça reste encore des cas isolés, même si je vous en parle, c'est que je trouve que voilà, le réseau se démultiplie, les expériences se démultiplient, et ça montre qu'il y a vraiment un gros potentiel, notamment par ce micro-organisme, ce macro-organisme vers de terre qui a l'air quand même de jouer un rôle fabuleux. Et moi, je trouve ça génial quand je prends une poignée de terre dans les mains, que je vois des vers de terre, ça me fait toujours plaisir d'imaginer qu'ils sont essentiels dans notre sol. Après voilà, je sais qu'il y a, je parlais encore par exemple avec Alexandre du potager d'Alexandre qui a sorti une vidéo en disant les vers de terre presque on s'en fiche, et quelque part il a raison parce que si on ne cherche pas à passer par eux, on peut faire différemment par les composts, par les engrais organiques, ça va marcher et vous pouvez très bien faire sans vers de terre, c'est la joie je trouve, c'est la fabuleuse diversité des approches du potager, bien des méthodes vont marcher. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Faites attention à ne pas vous concentrer sur les contradictions, mais au contraire s'en servir pour ouvrir son esprit, pour être curieux. Hein. Je reviens sur ce que Damien disait dans sa vidéo de 10 ans et sur sa chaîne Permaculture Agroécologie. J'étais super content de l'entendre dire si je souhaite véhiculer quelque chose, c'est la curiosité. Il disait bien, tout ce qui se fait différemment, les pratiques différentes, il ne les juge pas en mal. Ça lui permet de s'ouvrir l'esprit, de voir ce qu'on peut prendre de bien, de laisser ce qu'on ressent de moins bien. Moi, par exemple, par rapport à cette pratique de François Mullet, eh bien, je vais être content de voir des vers de terre dans mon sol. Je sais que je ne pourrai pas raisonner par le full matière organique parce que ça a des contraintes, parce qu'il faut en trouver, parce qu'il faut la répandre, parce que parfois c'est des ravageurs, c'est des limaces, parce que j'ai pas forcément la force physique, logistique, énergétique, parfois pécuniaire, hein, l'argent qu'il faut trouver quand on n'a pas forcément la matière organique disponible sur place. Donc voilà, à chacun de trouver sa bonne pratique dans son potager. C'est Jaco qui le dit hein, sur sa chaîne. Je sais qu'il me grondait parce qu'il me disait oh tu nous agaces, tu te compliques trop la vie, mais c'est parce que en fait je me complique pas la vie, je suis simplement passionné de sol et j'ai envie de faire au mieux avec lui et de pas juste chercher à produire des légumes, mais comprendre aussi le mécanisme de fertilité du sol. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention, on se retrouve dans les commentaires avec plaisir de débattre, de répondre à vos messages, toujours je l'espère avec grande bienveillance. Merci encore et puis à bientôt donc pour de prochaines vidéos. Ciao.